Alors concernant Siri, un jour dans un train et je discutais comme ça par hasard avec un vieux monsieur. Et autour de cette tablée, il y avait d'autres personnes. On était peut-être cinq six sans se connaître. Mais on parlait c'était il y a 2 ans, je crois, ou trois. Ça remonte un peu à l'époque où, ouais, il y a presque 3 ans, où j'étais pas encore bien initiée. Et j'avais déjà des suspicions. Et, euh, et, euh, et là, le médecin, c'est un médecin, un vieux médecin d'origine de Syrie, mais j'ai compris tardivement dans la discussion. Et il disait ah oui, c'était à l'époque où Johnny Hallyday il était hospitalisé et qu'il allait mourir en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là. Il était hospitalisé dans un gros hôpital, un hôpital parisien, UP, je tairai le nom, mais je ne me rappelle plus en plus. Et là-dedans, il n'y a que les stars qui rentrent et il faut lâcher du pognon, quoi. Et il m'avait dit que sa fille, elle travaillait dans cet hôpital, dans chirurgie de la main. Et, euh, et donc, euh, et donc, il savait un petit peu les dessous qui se passaient, quoi. Dans le sens où le garde du corps de Johnny Hallyday, il était payé à plus de 100 000 € par jour pour juste surveiller la porte de Johnny Hallyday. Pour pas que quelqu'un le dérange, le fasse du mal ou quoi que ce soit. 100 000 € par jour, le salaire, ou je sais pas, je pense que c'était par jour. Je pense, soit il m'a dit par mois ou par jour, mais je pense que c'était par jour. Allah Alem, je me rappelle plus. Mais c'était un truc de fou quand même. 100 000 € par jour ou par mois, c'est quand même un truc de fou. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Viens. Et donc après, il me disait que... Attendez un instant, s'il vous plaît. Et donc, il disait que... Viens, mon Doudou, viens, Bubi. Oui, Doudou. Et donc, il disait que... il était syrien, hein. Non, libanais, ouais, libanais, syrien, enfin, un mélange des deux trucs, des deux origines. Et Et comme il s'était embourgeoisé, qui était venu en France dans les années avant, et qu'il a appris vraiment par lui-même, vous savez, la mentalité. En plus, je crois qu'il était de confession juive, mais sans le dire ouvertement, mais on l'a saisi, quoi. Et il disait, je me suis, j'ai bataillé, voilà. J'ai bataillé, j'ai trimé, en gros, voilà, c'était la galère et il a réussi quand même par ses propres moyens. Et qu'il a enseigné après la médecine à ses enfants et qui, eux, ont aussi choisi la voie par excellence de la médecine. Et surtout, ils ont bien réussi parce ils sont rentrés dans des hôpitaux UP de fou et tout ça. Donc, une grande fierté de la part de ce papa. Et moi, après, il y a une autre dame à côté de moi qui dit, oui, c'est vrai, c'est bien, mais nous, on manque de kinés en France, on manque de médecins, on manque de ci, on manque de ça. Moi, j'ai mal au dos, pour prendre un rendez-vous, il faut attendre 3 mois pour le kiné, c'est inacceptable. On est en France quand même et tout. Et moi, j'ai rétorqué, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai fait des études de médecine, et il y a un numerus clausus qui prend, par exemple, je sais pas, moi, admettons, 1000 étudiants dans un amphi et il n'y a que 50 personnes qui sont sélectionnées pour continuer les études. Donc il y a une forte sélection alors qu'il y a une grande demande de médecins. Donc c'est bizarre. Et donc c'est le système français et il n'est pas cohérent. Et puis là, le médecin, il commençait à dire les dessous, quoi, ce qu'on n'entend pas. Il dit oui, mais c'est fait exprès pour que la médecine elle reste dans la classe des bourgeois, de famille en famille, que ça se reste entre familles bourgeoises et qui est dans l'excellence. Voilà, que le pouvoir médical, et c'est pareil pour tout, politique, etc., reste que entre eux. Donc après, il y a une sélection.
et ça limite donc que la fonction se popularise, etc. Et d'autant plus que c'est des gros postes où on se fait le plus de fric, mine de rien, dans les gros hôpitaux où elle est ma fille. Vraiment, elle gagne bien sa vie. Après, il faut quand même, elle a du mérite. Hein. Enfin, vous voyez, il y a un double discours avec ce monsieur parce qu'il me dit que c'est pas juste dans le sens où c'est vrai que c'est sélectionné pour les gens qui sont dans la grande bourgeoisie, mais en même temps il dit que sa fille elle a quand même du mérite parce qu'elle a travaillé nuit et jour, patati patata, enfin elle est toujours en pleurs parce que elle me dit papa c'est dur et tout, enfin voilà, donc on a toujours ce petit double discours. On sent bien que le papa il est tiraillé, il est fier, mais en même temps il sait qu'il y a il y a des dérives, que c'est pas un système juste, c'est pas un système sur la mérite, vraiment sur la méritocratie, mais c'est truqué de petits pièges et d'injustices tout simplement immorales. Et mais voilà, il se l'avoue pas en fait, à lui-même il se l'avoue pas. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils se l'avouent pas. Et lui, il dit, moi, en tout cas, je suis en retraite, je suis tranquille. Maintenant, je m'occupe de faire de l'humanitaire. Je vais partout dans le monde et je fais de l'humanitaire, j'aide les gens. Vous voyez, toute la médecine que j'ai reçue, maintenant, je fais de l'humanitaire, nanani, nanana. Donc, en fait, il a quand même fait cet examen de conscience en se disant, ah ouais, c'est pas si bien que ça, ce que j'ai fait peut-être dans ma carrière. Maintenant, je vais faire de l'humanitaire, je vais me racheter. Mais je dis quand même, mais voilà, mes enfants ont pris une autre voie, celle de l'excellence dans le médical et dans des milieux huppés. C'est tout à leur honneur, c'est tout à leur mérite. Mais moi, je vais faire quand même de l'humanitaire, je suis en fin de vie, nanani, nanana. Vous voyez, il y a un peu un double discours qui est un petit peu incompréhensible, mais qui relève et qui soulève la schizophrénie de nos sociétés, en fait, tout simplement. Et après, bon, on est sorti du wagon, du train, et il m'a pris à part. Il a vu que j'étais assez réceptive et que j'étais un petit peu curieuse et tout. Et il m'a dit ah vous êtes enceinte et tout ça. J'ai dit ouais d'accord, là. Et je lui ai expliqué un peu que mon premier accouchement s'était très mal passé sur l'hôpital d'Antony, etc. Et il m'a dit non mais surtout n'acceptez pas comment dire, une anesthésie pour non pas une anesthésie, une césarienne pour votre deuxième bébé. Surtout, faut pas accepter. Vous êtes bien constitué, bien en forme pour pouvoir pousser l'enfant de manière naturelle. N'acceptez pas parce qu'il y a beaucoup de techniques. En fait, ce qui veut dire, c'est que dans les services de maternité, on ne dit pas, mais on dirait, ils ont des cahiers de charges pour inciter les mamans à faire des trucs comme de la césarienne ou des trucs comme de la péridurale, enfin des trucs pour faciliter en fait les accouchements et pas toujours de manière naturelle parce que des fois il y a un manque de temps, il y a un manque de place, enfin il faut faciliter, manque de personnel compétent, enfin voilà. Donc il m'a dit non, surtout faites-le de manière naturelle et tout ça. Bon, et il m'a donné son numéro, sauf que son numéro était faux. Donc j'ai jamais pu le contacter et tant mieux parce que en fait c'est des personnes qui font genre, mais derrière il y a pas de c'est un peu flou, c'est un peu faux, c'est un peu semblant quoi. Et après, ce qui m'a choqué, c'est que parce que je lui ai parlé, je lui ai dit, ah, vous êtes de Syrie. Il me dit, ouais, mais les gens là-bas, il m'a tout de suite, parce qu'il a vu que j'étais compatissante et tout ça, il m'a dit, non, mais les gens là-bas, ils sont maudits, crève pour eux. Il m'a dit un truc comme ça, en fait. Et ça m'avait choqué, mais vraiment de fou. Ça m'avait choqué cette mentalité. J'ai pas compris jusqu'à présent, mais j'ai dit pourquoi crève pour eux. Ils sont maudits. Il m'a dit comme ça, crève pour eux, ils sont maudits, crève pour eux. Moi, j'ai plus rien à voir avec eux. Vous voyez, il s'est même détourné de ses propres origines. Et comme si en fait, il n'avait plus de cœur par rapport à eux, alors qu'il faisait de l'humanitaire à sa fin de carrière. Mais il voulait plus entendre parler de Syrie. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que voilà, vous voyez, donc comme quoi des histoires singulières comme ça nous reflètent un peu l'état d'esprit des humains, des hommes de ce monde. Et il suffit qu'il y ait un conflit
qui une mésentente ou qui a un problème ethno-religieux, je sais pas vraiment. Même l'histoire de ce qui se passe en Syrie, c'est incompréhensible. Parce que par vision, Allah m'a déjà interpellé sur l'histoire de Syrie, mais je crois que c'est un truc un complot qui a mal joué, qui était censé être un complot mal fait, quoi. Et donc le peuple s'est fait avoir, en fait, un truc comme ça. C'est suite à un rêve que j'ai eu, il m'a montré des jeux de dames, échecs et maths, un truc comme ça. Donc un complot qui s'est mal fini, qui a mal abouti envers le peuple syrien par rapport à ce qu'il attendait de faire. Maintenant, j'en sais pas plus parce que c'est vraiment flou. Et j'ai pas cherché non plus à comprendre historiquement parce que ce qu'on a dans les internet, en fait, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vérifiable et tout. Mais en tout cas, ce que j'en ai conclu, c'est que dans mon rêve, comme sentiment, comme instinct que j'ai reçu de la part de la vision d'Allah, c'est que malgré tout, ce sont nos frères en humanité. Je sais pas en islam, mais en tout cas, ce sont nos frères en humanité et que toute personne qui souffre, peu importe, on doit l'aider et on doit envoyer notre intérêt affectif et donc s'occuper d'eux comme on aimerait qu'on s'occupe de nous si jamais on était en galère aussi. Donc c'est ça que j'ai compris en tout cas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ils sont dans un châtiment, Syrie, je sais pas, je peux pas vous dire, je peux pas le certifier, mais en tout cas j'ai compris que c'était un complot qui s'est mal retourné contre eux-mêmes. Peut-être ils ont voulu faire du mal et au final ça s'est retourné contre eux-mêmes, ce mal, je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le grand sentiment qui s'est ressorti de ce rêve il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est peu importe ce qu'il en est. Ce sont maintenant des gens qui souffrent, qui sont dans la galère et il faut les venir en aide. Et donc, moi, du coup, j'envoie régulièrement, quand je peux, de l'argent pour les aides comme secours islamique, tout ça. Donc là, comme j'ai vu ici, aujourd'hui, on m'a interpellé. C'est marqué no Euronews, no comment, des Syriens déplacés frappés par une tempête. Donc en Syrie, des personnes vivant dans le camp déplacé d'Al-Dana, dans la province, ont dû faire face à la neige ce jeudi. Cette météo, tac, 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 voilà. Puis ici, il y a un rappel de l'ONU. Bon, le fameux ONU d'Adjalik, hein, on le sait tous, mais voilà, il faut toujours prendre en compte les dernières données. Syrie, 18 enfants tués depuis le début de l'année. On ne sait pas c'est quoi. Ah oui, suite aux conditions hivernales difficiles, la neige, les pluies, etc. Et c'est des enfants. Donc il faut quand même avoir de l'amour pour l'humain en général, quelle que soit ses origines, sa religion, parce que c'est ce que Allah nous demande. Donc si vous avez de quoi donner à Syrie en ce moment, c'est très dur. Donc faites-le pour Allah. Ce n'est que bénéfique. Alhamdulillah, salam alaikum. Et ah oui, donc salam, ciao.